Bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Maona Grégoire Fassinou. Je suis enseignant des SVT au CEG à Djara. Aujourd'hui, nous allons voir la technique d'exploitation d'un tableau en vue de résolution de problèmes en SVT. Mais avant, laissez-moi vous rappeler les gestes barrières pour éradiquer le Covid-19. Il s'agit de 1. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. 2. Limiter les déplacements et mettre impérativement un masque avant de sortir. Et 3. Observer la règle de distanciation sociale qui est d'au moins 1 mètre. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'un tableau est une association de lignes et de colonnes. En SVT, on peut nous soumettre à 2 types de tableaux. Il peut s'agir d'un tableau simple qui met en relation une variable dépendante et une variable indépendante. Il peut s'agir aussi d'un tableau à double entrée. Là, il met en relation une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes, ou bien plusieurs variables dépendantes et une variable indépendante. Pour les tableaux simples, il faut tout simplement lire les titres de la première colonne et les titres de la première ligne pour savoir ce qui est mis en relation, c'est-à-dire les éléments qui sont mis en relation dans le tableau. Mais pour les tableaux à double entrée, c'est un peu plus complexe, en ce sens que il faut s'intéresser aux cases pour pouvoir identifier les différents éléments qui sont mis en relation par le tableau. En effet, quand nous prenons une case, elle admet 2 entrées, à savoir une entrée verticale et une entrée horizontale. Alors, la lecture des 2 entrées nous permettra de savoir les éléments mis en relation quand il s'agit d'un tableau à double entrée. Pour l'exploitation d'un tableau en SVT, il faut suivre différentes étapes et elles sont au nombre de 5, ces étapes. La première, il faut tout d'abord se rappeler de la consigne d'exploitation relative au document dans lequel se trouve le tableau. Il ne faut pas perdre de vue cette consigne, sinon on pourrait passer à côté de la cible. 2. Il faut identifier les variables dépendantes et indépendantes. 3. Il faut pouvoir identifier le paramètre en évolution. Il peut s'agir d'un paramètre biologique ou d'un paramètre géologique. 4. Il faut décrire l'évolution du paramètre à partir de la lecture des données inscrites dans les cases du tableau. Enfin, 5. Il faut procéder à une comparaison quand il s'agira d'un tableau à double entrée. À présent, nous allons appliquer la technique d'exploitation d'un tableau que nous venons de voir à un exercice dont le contexte est le suivant. Un muscle en effort supplémentaire utilise plus d'énergie qu'au repos. Dans le but de comprendre le processus de satisfaction de ce besoin accru en énergie, on fournit le tableau suivant. Alors, voilà le tableau que nous allons utiliser pour appliquer la technique d'exploitation d'un tableau en SVT. La consigne d'exploitation relative à ce tableau est de relever du tableau les différences de volume de gaz, c'est-à-dire dioxygène et dioxyde de carbone, et de glucose dans un muscle au repos et dans un muscle en activité pour expliquer l'évolution des besoins du muscle en cas d'effort supplémentaire. Pour commencer, il faut dire que c'est un tableau à double entrée qui met en relation le volume de glucose, de dioxygène et de dioxyde de carbone contenu dans 100 ml de sang entrant dans un muscle au repos et contenu dans 100 ml de sang sortant d'un muscle au repos. Donc voilà les 2 variables qui sont mises en relation par le tableau. En outre, il y a également la quantité de glucose, ou le volume de glucose
de dioxygène et de dioxyde de carbone contenus dans 100 ml de sang entrant dans un muscle en activité et contenus dans 100 ml de sang sortant d'un muscle en activité. Alors, nous voyons clairement là que dans les cases, il y a des données qui sont inscrites, il y a des valeurs qui sont inscrites. Et nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'évolution de ces valeurs. Quand nous prenons le glucose, nous avons d'abord 100 mg de glucose dans le sang entrant dans un muscle au repos et 87 mg de glucose dans le sang sortant d'un muscle au repos. Nous allons constater que 100 mg sont supérieurs à 87 mg. Il en est de même pour le volume de dioxygène. Celui entrant est supérieur à celui sortant. Alors là, on est en train de procéder à une comparaison. Quand nous prenons le dioxyde de carbone, nous voyons que c'est le contraire. Le volume entrant est inférieur au volume sortant. La même chose est répétée pour la deuxième ligne qui prend en compte le muscle en activité. Mais la première étape de notre technique d'exploitation nous demande de nous référer à la consigne d'exploitation pour réussir alors le travail. La consigne nous demande de relever dans un premier temps les différences de volume de gaz, c'est-à-dire dioxygène et dioxyde de carbone, et de glucose dans le muscle au repos et dans le muscle en activité. Quand on parle de différence de volume de gaz, alors il va falloir qu'on fasse des opérations. Ces opérations consistent à, pour le glucose, soustraire le volume sortant du volume entrant. Même chose pour le dioxygène, mais arrivé au niveau du dioxyde de carbone, nous allons soustraire le volume entrant du volume sortant. Parce que là, nous avions dit que le volume de dioxyde de carbone contenu dans le sang entrant dans un muscle au repos est inférieur à celui contenu dans le sang sortant d'un muscle au repos. Alors, quand nous faisons la soustraction, ça nous donne 13 mg pour le glucose, 5 ml pour le dioxygène et 2,8 ml pour le dioxyde de carbone. Donc, voilà les différences de volume de gaz et de glucose dans un muscle au repos. Il faut noter bien que c'est dans un muscle au repos. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux muscles en activité. Et là, les différences nous amènent à 28 mg pour le glucose, 7,7 ml pour le dioxygène et enfin 7,9 ml pour le dioxyde de carbone. Alors, nous allons nous rappeler de la dernière étape de notre technique qui nous demande de procéder à une comparaison lorsqu'il s'agira d'un tableau à double entrée. Et je l'avais dit au départ, nous sommes face à un tableau à double entrée. Alors, pour aborder le deuxième volet de notre consigne qui nous demande d'expliquer l'évolution des besoins du muscle en cas d'effort supplémentaire, il va falloir qu'on procède à une comparaison. Parce que nous avons deux conditions. Il y a la condition dans laquelle le muscle est au repos et la condition dans laquelle le muscle est en activité. Et nous avons déjà relevé les différences de volume pour chaque condition. Alors nous allons procéder à une comparaison de ces volumes. Ce qui veut dire que nous allons comparer la quantité de glucose consommée dans le cas du muscle au repos à celle consommée dans le cas du muscle en activité. Et nous allons procéder de même pour les deux autres paramètres qui sont en évolution. La comparaison nous amène à la conclusion selon laquelle 13 mg sont inférieurs à 28 mg. La conclusion est la suivante. Le muscle au repos consomme moins de glucose que le muscle en activité.
Quand nous abordons la consommation de dioxygène, nous constatons que le muscle au repos consomme aussi moins de dioxygène que le muscle en activité parce que nous avons 5 ml qui sont inférieurs à 7,7 ml. Et pour le dernier cas, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, nous constatons que le muscle en activité rejette plus de dioxyde de carbone que le muscle au repos, puisque ça fait 7,9 ml pour le muscle en activité, alors que nous avons 2,8 ml pour le muscle au repos. Alors, de cette comparaison, il ressort que le muscle au repos consomme moins de glucose et de dioxygène que le muscle en activité, mais le muscle au repos rejette moins de dioxyde de carbone que le muscle en activité. Alors, à partir des explications précédentes, l'essentiel à retenir par rapport à l'exercice d'application est le suivant. Consigne d'exploitation: relève du tableau les différences de volume de gaz, dioxygène, dioxyde de carbone et de glucose dans un muscle au repos et dans un muscle en activité pour expliquer l'évolution des besoins du muscle en cas d'effort supplémentaire. À partir de cette consigne, le problème que nous voulons résoudre est comment évoluent les besoins du muscle en cas d'effort supplémentaire. Le tableau montre qu'au repos, le muscle consomme 13 g de glucose, 5 ml de dioxygène et produit 2,8 ml de dioxyde de carbone. Mais le muscle en activité consomme 28 g de glucose, 7,7 ml de dioxygène et produit 7,9 ml de dioxyde de carbone. À partir de la comparaison de ces données, nous remarquons que le muscle en activité consomme plus de dioxygène et de glucose et produit plus de dioxyde de carbone que le muscle au repos. On en déduit qu'en activité, le muscle consomme plus de glucose et de dioxygène et produit plus de dioxyde de carbone qu'au repos. Les besoins du muscle augmentent donc avec l'effort. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de notre séquence de cours. J'espère qu'elle vous sera utile en cette période de crise sanitaire. N'oubliez pas les gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19. À bientôt.